Marcello Mastroianni n'était pas seulement un acteur italien de renom, il était l'âme même du cinéma italien. Derrière son regard doux et pénétrant se cachait un homme capable d'incarner, avec une intensité rare, toutes les nuances de l'existence humaine. Que ce soit en rêveur mélancolique, en amant passionné, en vagabond solitaire ou en personnage perdu dans le tourbillon du destin, Marcello fascinait par sa capacité à transmettre l'invisible, à révéler ce que les mots ne suffisent pas à exprimer. Il n'était pas seulement un interprète, il était un miroir des émotions, des contradictions et des rêves de chacun. Sa voix, ses gestes et son regard devenaient une extension de la vie elle-même. Dans chaque rôle, il insufflait quelque chose de profondément humain, une vérité qui touchait les spectateurs au plus intime. Né en 1924 à Fontana Liri, un petit village niché au pied des Apennins, Marcello Vincenzo Domenico Mastroianni grandit dans un environnement marqué par la pauvreté, l'exil et la guerre. Dès son enfance, il apprit à observer le monde avec acuité, à comprendre les nuances des relations humaines et à ressentir les émotions avec une sensibilité particulière. Sa jeunesse ne fut pas celle d'un enfant protégé et choyé, mais celle d'un garçon confronté à la dure réalité de l'existence. Déplacé par la guerre et les bouleversements familiaux, il connut le déracinement et la précarité, apprenant très tôt à naviguer entre les épreuves et à puiser dans sa résilience pour avancer. Ces expériences forgèrent en lui une capacité unique à ressentir l'âme humaine, une qualité qui allait devenir sa signature artistique. La vie de Marcello Mastroianni fut un enchevêtrement de contrastes. D'un côté, il aspirait à la tranquillité, à la stabilité, à une existence calme. De l'autre, il était irrésistiblement attiré par la passion, l'intensité, les expériences humaines et artistiques. Cette dualité se reflète dans sa carrière et dans sa vie personnelle. Il refusa de divorcer tout en fondant des familles parallèles, poursuivit des amours intenses tout en restant fidèle à certains engagements, chercha le repos tout en étant constamment en mouvement. Ces contradictions ne faisaient pas de lui un homme instable, mais plutôt un être d'une profondeur exceptionnelle, capable de comprendre et d'incarner des émotions complexes que peu d'acteurs pouvaient restituer. Son parcours artistique est emblématique de cette dualité. Marcello débuta modestement dans les pièces paroissiales de Rome, jouant dans des productions amateurs et des spectacles locaux, avant d'entrer dans le monde exigeant du théâtre professionnel. Ses premières apparitions cinématographiques furent discrètes, presque invisibles, mais elles furent autant de pas vers l'ascension qui allait le mener au sommet du cinéma européen. Sa rencontre avec Federico Fellini marqua un tournant décisif. Dans La Dolce Vita, il incarna un journaliste tourmenté qui reflétait la désillusion et la décadence de la Rome moderne. Ce rôle révéla non seulement son talent, mais aussi sa capacité à exprimer la fragilité et la profondeur de l'âme humaine. Au-delà du cinéma, sa vie privée était tout aussi complexe et passionnée. Marcello aimait intensément, souvent de manière contradictoire. Ses relations amoureuses furent multiples et profondes, chacune révélant une facette différente de sa personnalité. Silvana Mangano, Flora Carabella, Féa Donnet, Catherine Deneuve et Anna Maria Tato, chacune de ces femmes joua un rôle déterminant dans sa vie, qu'il s'agisse d'un amour adolescent, d'une passion dévorante ou d'un compagnonnage basé sur le respect mutuel et la compréhension. À travers elles, Marcello explora l'intensité des émotions humaines, la fragilité des liens et la beauté des passions inassouvies. Marcello Mastroianni fut aussi un homme confronté à la fragilité de la vie et à l'inexorable passage du temps. Dans ces dernières années, il lutta contre un cancer du pancréas avec une dignité et une force admirables. Même affaibli, il continua à travailler, à créer, à transmettre, jusqu'à son dernier film Viaggio al Principio del Mondo et jusqu'au documentaire intime Mi Ricordo réalisé par sa compagne Anna Maria Tato. Dans ses œuvres, il se montra avec une honnêteté rare, partageant ses souvenirs, ses regrets, ses joies et sa vision du monde. Mais au-delà des projecteurs et de la gloire, Marcello resta un homme humble, conscient de la beauté simple de la vie. C'est un métier merveilleux, disait-il. On est payé pour jouer, pour incarner des vies, pour toucher les autres. Que demander de plus? Cette légèreté, cette capacité à apprécier la vie malgré ses tourments, a été l'un des traits les plus remarquables de sa personnalité. Elle transparaît dans chacun de ses films, dans chaque rôle qu'il a interprété, et dans la manière dont il a vécu sa vie, avec intensité, sincérité et élégance. Aujourd'hui, en retraçant la vie de Marcello Mastroianni, nous ne nous contentons pas de suivre la carrière d'un acteur. Nous explorons une existence riche en émotions, en contradictions, en passion et en beauté. Nous découvrons un homme qui a su transformer les épreuves en force, la mélancolie en art et la vie elle-même en cinéma. Nous verrons comment son enfance marquée par la guerre, sa jeunesse de sacrifice et de résilience, ses débuts modestes dans le théâtre et le cinéma et ses relations amoureuses complexes ont façonné un artiste unique, capable de capturer avec authenticité les nuances les plus subtiles de l'âme humaine.
Cette histoire est un voyage à travers le temps, à travers l'Italie et l'Europe, à travers les émotions et les souvenirs. Elle est l'histoire d'un homme qui a vécu pleinement, aimé intensément et créé avec passion. Marcello Mastroianni nous offre, à travers sa vie et ses œuvres, une leçon sur la profondeur de l'expérience humaine et sur la beauté de l'art qui naît du vécu. Son héritage n'est pas seulement cinématographique, il est profondément humain. Il nous rappelle que derrière chaque rôle, chaque scène et chaque sourire, il y a un homme qui a ressenti, souffert, aimé et rêvé avec une intensité qui dépasse le simple talent. En retraçant cette vie exceptionnelle, nous allons explorer non seulement les films et les rôles qui ont fait de lui une icône, mais également les choix, les passions, les dilemmes et les moments intimes qui ont façonné son parcours. C'est une invitation à entrer dans l'intimité d'un homme qui, tout en étant une légende, est resté profondément humain jusqu'à ses derniers instants. Marcello Mastroianni n'était pas seulement une star, il était un témoin, un acteur, un rêveur, par-dessus tout, un homme qui a su transformer chaque moment de sa vie en une œuvre d'art, inspirant des générations entières et laissant derrière lui un héritage éternel. Une jeunesse marquée par la guerre, la pauvreté. La jeunesse de Marcello Mastroianni n'a jamais été celle d'un enfant protégé ou insouciant. Dès ses premières années, il fut confronté à l'adversité, à la pauvreté et aux bouleversements liés à la guerre, des expériences qui allaient profondément façonner sa personnalité et sa sensibilité artistique. Né en 1924 à Fontana Liri, un petit village niché au pied des Apennins, Marcello grandit au sein d'une famille modeste mais fièrement attachée à ses racines artisanales. Son nom complet, Marcello Vincenzo Domenico Mastroianni, reflétait l'héritage de ses ancêtres, descendants de menuisiers, de sculpteurs et d'ouvriers dévoués à leur métier. Ce n'était pas une famille de grande fortune ou d'influence, mais elle possédait une dignité qui allait profondément influencer Marcello. Son enfance fut bouleversée très tôt. Lorsque Marcello n'avait que 2 ans, le grand-père Vincenzo fut muté par le ministère de la guerre de Fontana Liri à l'arsenal de Turin. Cette décision contraignit la famille à se déplacer, laissant derrière les souvenirs du village natal. La fragile stabilité familiale fut alors mise à l'épreuve. Marcello, son jeune frère Ruger et leur mère Ida rejoignirent Turin en 1930, où ils retrouvèrent le père, Ottorino, déjà affaibli par la maladie. La ville, loin d'être accueillante, subissait les effets de la Grande Dépression. Le travail était rare et les conditions de vie difficiles. La santé déclinante du père rendait la survie quotidienne encore plus précaire. Dans ce contexte de fragilité et d'insécurité, Marcello apprit dès l'enfance la valeur de la résilience. Les rêves étaient des murmures, des échos lointains au milieu des bruits de la faim, des maladies et du froid. Et pourtant, malgré la dureté de son environnement, le jeune garçon développa une curiosité insatiable pour le monde qui l'entourait. Il observait les gens, les gestes, les émotions, sans le savoir, commençait à cultiver cette sensibilité qui plus tard ferait de lui un acteur capable de saisir les nuances les plus subtiles de l'âme humaine. En 1933, la famille déménagea de nouveau, cette fois à Rome, dans le quartier du Tuscolano. Ici, Marcello poursuivit ses études primaires dans un établissement modeste, le Instituto Adia, près de la Piazza Lodi. Plus tard, il s'inscrivit à l'Istituto Duca d'Aosta, une école professionnelle où il se forma comme dessinateur en bâtiment. Le jeune Marcello ne savait pas encore que cette formation technique lui offrirait, indirectement, une porte vers le monde artistique qu'il allait un jour conquérir. L'école partageait une aile avec le Centro Cinematografico, la grande école de cinéma italienne. Mais pour l'instant, la survie et l'éducation restaient ses priorités. En 1943, il obtint son diplôme de perito edile, technicien géomètre, à l'Istituto Carlo Grella, aujourd'hui Galileo Galilei. Il accepta tous les emplois possibles, d'abord comme dessinateur pour la municipalité de Rome, puis à Florence à l'Istituto Geografico Militare. Mais la guerre interrompit rapidement cette stabilité fragile. L'effondrement politique et militaire de l'Italie en septembre 1943 bouleversa sa vie. L'institut où il travaillait fut absorbé par l'organisation Tod, un groupe paramilitaire contrôlé par les nazis. Marcello, à peine âgé de 19 ans, fut déplacé près de la frontière autrichienne et se retrouva face à la menace d'une déportation pour le travail forcé en Allemagne. C'est à ce moment crucial qu'il fit preuve d'une audace et d'une détermination qui allait définir sa trajectoire. Avec de faux papiers et l'aide du peintre Brindisi, Marcello réussit à s'échapper. Il gagna Venise, troquant temporairement l'architecture pour l'art, au sens le plus littéral. Pour survivre, il vendait des croquis de monuments vénitiens aux touristes. Chaque dessin, chaque échange avec les visiteurs était une manière de rester vivant, de garder espoir et de nourrir son imagination. L'expérience de l'exil, de la fuite et de la survie forgea en lui une compréhension profonde de la fragilité humaine et du courage nécessaire pour affronter l'adversité.
À la fin de la guerre, Marcelo retourna à Rome. La famille se réunit, bien que la santé de son père restât fragile. Marcelo trouva un emploi de comptable chez Eagle Lion Film, une petite société de distribution anglo-américaine. Le travail était stable mais monotone, et il ne calmait pas l'appel intérieur qui le poussait vers l'art et le théâtre. Dès son adolescence, il avait joué dans des pièces paroissiales, expérimenté la scène et senti le frisson de la performance. Ses premières expériences, modestes et souvent invisibles, furent les prémices de ce qui allait devenir une carrière extraordinaire. Ainsi, la jeunesse de Marcelo Mastroianni fut un mélange d'adversité et de découverte, de peur et d'espoir, de nécessité et de curiosité. Les conditions difficiles de son enfance et les épreuves de la guerre l'ont confronté à la réalité la plus brute de la vie, tout en cultivant chez lui une sensibilité exceptionnelle. Chaque déplacement, chaque perte, chaque petit succès contribuait à forger non seulement l'homme, mais aussi l'artiste qu'il allait devenir. Marcelo avait appris très tôt que la vie ne donnait rien gratuitement et que chaque victoire, petite ou grande, devait être arrachée avec courage et détermination. Il développait ainsi une compréhension unique de l'humain, de la douleur, du désir et de la beauté, qu'il traduisait plus tard à l'écran avec une justesse et une profondeur rarement égalées. Sa jeunesse, bien que marquée par la guerre et la pauvreté, fut également celle d'une éducation émotionnelle intense, un apprentissage de la vie à travers la lutte, l'observation et la création. Cette période de sa vie explique pourquoi, même des décennies plus tard, Marcelo pouvait incarner avec autant d'authenticité des personnages complexes et nuancés. Les rôles de rêveur, d'amant, de séducteur ou de mélancolique qu'il interpréta plus tard au cinéma étaient tous nourris par cette expérience profonde et authentique de l'existence humaine. La guerre, la pauvreté et les épreuves de l'adolescence ne détruisirent pas le jeune garçon. Elles lui donnèrent une force intérieure, une sensibilité rare et une compréhension de la vie qui allaient devenir les fondations de son art. Ainsi s'achève cette première étape de la vie de Marcelo Mastroianni. Une jeunesse forgée par la pauvreté et la guerre, mais riche en expériences humaines, en résilience et en rêves naissants. Ces années difficiles, si éloignées de la gloire et des projecteurs, ont été déterminantes pour créer l'homme et l'acteur que le monde allait bientôt découvrir. Les débuts dans le théâtre et le cinéma. Après avoir survécu aux tourments de la guerre et aux incertitudes de l'adolescence, Marcelo Mastroianni se tourna vers ce qui allait devenir sa véritable vocation, le théâtre. Même si sa formation initiale avait été technique, orientée vers l'architecture et le dessin, Marcelo nourrissait depuis longtemps une passion profonde pour la scène. Dès l'enfance, il avait goûté aux frissons des pièces paroissiales et des spectacles amateurs, mais la véritable rencontre avec le théâtre professionnel allait transformer sa vie. À Rome, il s'inscrivit à la faculté d'économie de l'université, non pour obtenir un diplôme, mais pour accéder au Centro Universitario Teatral, un lieu de convergence pour les jeunes dramaturges, comédiens et intellectuels. Ce centre était le cœur battant de la créativité romaine, un espace où les idées s'entrechoquaient, où les textes prenaient vie et où les futurs talents se découvraient. Pour Marcelo, c'était une bouffée d'oxygène après des années de privation et de lutte silencieuse. Il y trouva un environnement stimulant, des mentors inspirants et des camarades animés par la même passion, celle de faire vivre les histoires sur scène. Pendant cette période, Marcelo menait une double vie. Le jour, il travaillait comme dessinateur et technicien, apportant sa précision et son sens du détail à chaque projet. La nuit, il se plongeait dans les textes classiques et contemporains, récitant Pirandello, Moravia et d'autres auteurs italiens sous les lumières vacillantes des petites salles de Rome. Ces répétitions nocturnes étaient un exutoire, un moyen de canaliser toute l'intensité de ses expériences passées et de transformer ses émotions en art vivant. Chaque rôle, chaque texte appris, chaque personnage interprété était une école de la vie, un entraînement pour les défis futurs. En parallèle, Marcelo commença à s'aventurer dans le cinéma, d'abord timidement, comme figurant dans des productions locales. Ses premières apparitions dans des films tels que Marionetta, La Corona Ferro et Una Storia d'Amore étaient à peine remarquées, mais elles lui permirent de comprendre les rouages de l'industrie cinématographique italienne. Ces expériences, modestes et souvent invisibles, étaient pour lui des tremplins. Elle lui offrait un aperçu du monde qu'il allait bientôt conquérir. Ce mélange de théâtre et de cinéma constitua la première pierre de ce qui allait devenir une carrière légendaire. L'une des rencontres déterminantes de cette période fut celle avec les metteurs en scène et acteurs du théâtre romain. Marcelo y découvrit non seulement les techniques de jeu et de mise en scène, mais aussi la rigueur nécessaire pour exceller dans ce métier exigeant. Les répétitions étaient longues, les conditions parfois difficiles, mais chaque effort contribuait à forger son style unique, caractérisé par une combinaison de subtilité, de profondeur émotionnelle et de charme naturel. Ses premières expériences scéniques furent cruciales pour développer ce mélange d'introspection et de présence magnétique qui allait devenir sa signature artistique.
En parallèle de son parcours théâtral, Marcelo continua à travailler dans le cinéma. La transition fut progressive. Ses rôles étaient au départ secondaires, souvent muets ou presque invisibles, mais il lui permirent de se familiariser avec la caméra, d'apprendre à jouer pour l'objectif et non uniquement pour le public direct. Il comprit rapidement que le cinéma exigeait un équilibre subtil entre naturel et contrôle, entre émotion brute et finesse technique. Chaque petit rôle était une leçon, une opportunité de perfectionner son art et d'affiner son regard sur les personnages qu'il allait incarner plus tard. Vers la fin des années 1940, Marcelo obtint son premier rôle significatif dans I Miserabili, l'adaptation du roman de Victor Hugo par Ricardo Freda. Ce rôle, bien que modeste, marqua un tournant dans sa carrière. Il ne s'agissait plus de simples apparitions. Il incarnait désormais un personnage complet, avec une identité propre et des nuances émotionnelles à explorer. À travers ce personnage, il commença à développer le mélange unique d'humour, de mélancolie et de profondeur qui allait caractériser ses performances futures. Durant cette période, il commença également à établir des relations importantes avec des acteurs et des réalisateurs qui allaient marquer son parcours. Ses collaborations précoces avec des figures influentes du théâtre et du cinéma italien permirent à Marcelo de s'intégrer dans le milieu artistique, tout en consolidant sa réputation de jeune talent sérieux et prometteur. Il apprit à naviguer dans les réseaux complexes de l'industrie, à comprendre les besoins des metteurs en scène et à utiliser sa sensibilité pour enrichir chaque rôle. En 1958, Marcelo atteignit un point culminant de ses débuts avec le film I Soliti Ignoti de Mario Monicelli. Ce film révéla au grand public son sens inné du comique-allié à une profonde mélancolie, une combinaison qui allait définir le genre de la commedia all'italiana. Ce rôle marqua sa véritable entrée dans la conscience collective italienne et fit de lui un nom familier dans tout le pays. La critique et le public commencèrent à reconnaître son talent, non seulement pour ses performances, mais aussi pour la manière dont il pouvait incarner des personnages complexes avec une authenticité touchante. Ce succès fut suivi 2 ans plus tard par la Dolce Vita de Federico Fellini, un film qui allait transformer Marcelo en icône internationale. Choisi pour incarner le journaliste mondain et tourmenté, il livra une performance inoubliable, capturant à la perfection la désillusion et la décadence de la Rome moderne. La collaboration avec Fellini permit à Marcelo d'exprimer toute l'étendue de son talent, alliant élégance discrète et introspection profonde. Ce rôle apporta non seulement la célébrité internationale, mais imposa également le poids du label de Latin Lover, une image qu'il sut détourner habilement dans ses projets suivants. Ainsi, les débuts de Marcelo Mastroianni dans le théâtre et le cinéma furent une période d'apprentissage intense, de découverte et de confrontation avec la réalité. Chaque expérience, chaque rôle, chaque répétition contribua à construire l'acteur et l'homme que le monde allait bientôt admirer. Les leçons tirées de la scène et de l'écran, combinées à sa sensibilité forgée par une jeunesse marquée par la guerre et la pauvreté, lui permirent de développer un style unique, capable de captiver les spectateurs et de laisser une empreinte durable sur le cinéma italien et international. La consécration avec la Dolce Vita et l'ascension internationale. Après des années de lutte, d'apprentissage et de petits rôles, Marcelo Mastroianni atteignit enfin un tournant décisif dans sa carrière avec la Dolce Vita de Federico Fellini en 1960. Ce film allait non seulement le propulser sur la scène internationale, mais également définir l'image d'une génération et devenir un symbole de la Rome moderne, tourmentée et décadente. Choisi pour incarner le journaliste mondain Marcello Rubini, il incarna à la perfection un homme partagé entre désir, mélancolie et désillusion, offrant une interprétation d'une subtilité rare. Dès les premières scènes, Marcello impressionna Fellini par sa capacité à traduire l'âme complexe de son personnage. Son Marcello n'était pas simplement un séducteur élégant, mais un observateur de la vie, un reflet de l'Italie des années 1960, tiraillé entre tradition et modernité, entre apparence et vérité. La liberté créative offerte par Fellini s'accordait parfaitement avec la personnalité introspective de l'acteur, lui permettant de mêler émotion brute et élégance mesurée. Chaque regard, chaque geste, chaque silence était chargé de sens, révélant un homme conscient de ses faiblesses mais incapable de renoncer à ses désirs. Le succès de la Dolce Vita fut immédiat et retentissant. Marcello devint un visage familier dans le monde entier, admiré autant pour son charisme que pour son talent. Toutefois, cette célébrité apporta également son lot de contradictions. Surnommé Latin Lover par les médias, il se retrouva prisonnier d'une image de séducteur qu'il s'employa subtilement à détourner. Plutôt que de se limiter à cette caricature, il choisit des rôles qui exploraient d'autres facettes de sa personnalité, l'homme fragile, l'aristocrate impuissant, le personnage confronté à des dilemmes moraux et émotionnels. Cette capacité à échapper aux stéréotypes devint l'une de ses signatures artistiques, lui permettant de rester un acteur respecté et apprécié sur le long terme.
Dans les années qui suivirent, Marcello Mastroianni collabora avec les plus grands réalisateurs italiens de son époque, tels que Mario Monicelli, Giuseppe De Santi, Vittorio De Sica et Luchino Visconti. Chacune de ces collaborations lui permit d'explorer de nouveaux territoires artistiques et d'affiner son jeu. Sur scène, il continuait à perfectionner son art, tandis que le cinéma lui offrait la possibilité d'atteindre un public beaucoup plus large. Sa polyvalence, capable de passer de la comédie à la tragédie, de l'introspection à l'humour subtil, le distinguait de ses contemporains et consolidait sa place au sommet du cinéma européen. Une des rencontres déterminantes de cette période fut celle avec Sophia Loren, avec qui il tourna 11 films. Leur alchimie à l'écran était palpable, oscillant entre passion et tension, rire et tragédie. Ensemble, ils explorèrent les nuances des relations humaines, des désirs et des conflits intérieurs. Ces films, aujourd'hui considérés comme des classiques du cinéma italien, ont non seulement marqué leur époque, mais ont également laissé un héritage durable pour les générations futures d'acteurs et de spectateurs. Le rôle de Marcello dans la Dolce Vita ne se limita pas à une performance exceptionnelle. Il devint un symbole culturel. À travers lui, les spectateurs comprenaient les contradictions de la société italienne, la superficialité des mondanités et la fragilité des relations humaines. Son interprétation offrait un équilibre parfait entre charisme, mélancolie et introspection. Il ne jouait pas simplement un personnage, il incarnait un état d'âme, une époque et une vision du monde. Après ce succès monumental, Marcello ne se reposa pas sur ses lauriers. Il choisit délibérément des rôles audacieux, comme celui de l'aristocrate impuissant dans El Antonio, et participa à des films engagés comme Divorzio all'Italiana, une satire noire sur les crimes d'honneur et les interdictions du divorce dans l'Italie de l'époque. Pour son rôle du baron Cefalù, il reçut plusieurs distinctions, dont un Golden Globe et sa première nomination à l'Oscar du meilleur acteur. Ces récompenses confirmèrent non seulement son talent, mais également sa capacité à naviguer entre comédie et drame avec une fluidité exceptionnelle. L'ascension internationale de Marcello Mastroianni ne se limita pas au cinéma italien. Il tourna également en France, en Russie et dans plusieurs autres pays, se doublant parfois lui-même et travaillant dans plusieurs langues. Cette dimension internationale renforça sa stature d'acteur universel, capable de toucher des publics divers et de transcender les barrières culturelles. Chaque rôle qu'il choisissait était une exploration de l'âme humaine, une recherche de vérité et de beauté dans des contextes variés. Parallèlement à sa carrière florissante, sa vie personnelle restait complexe et passionnée. Les succès cinématographiques ne parvenaient pas à apaiser son cœur tourmenté. Ses relations amoureuses, marquées par la passion et la contradiction, reflétaient les tensions intérieures qui le guidaient également dans son article. Flora Carabella, Féa Donnet et Catherine Deneuve furent autant de femmes qui influencèrent sa vie et son œuvre, chacune apportant des émotions et des expériences qui nourrissaient sa profondeur à l'écran. Ainsi, la période de la Dolce Vita et de son ascension internationale marque l'apogée d'une transformation. De jeune homme fragile et fuyant, confronté à la pauvreté et à la guerre, Marcello Mastroianni devient l'icône d'un cinéma introspectif et passionné. Sa capacité à exprimer l'intime, le désir et la mélancolie le placent parmi les acteurs les plus respectés et admirés de l'histoire du cinéma. Cette consécration n'est pas seulement le fruit de son talent, mais aussi le résultat d'années d'expérience, de sacrifices et de rencontres déterminantes. Chaque épreuve de sa jeunesse, chaque rôle mineur et chaque répétition nocturne au théâtre ont contribué à forger l'acteur que le monde entier allait bientôt admirer. Cette période est celle où Marcello Mastroianni devient non seulement une star, mais un symbole, celui d'un homme capable de transformer la douleur et les contradictions de sa vie en art universel, touchant le cœur des spectateurs et inspirant des générations d'acteurs. La gloire internationale et les récompenses ne sont que des reflets de cette vérité profonde. Marcello a incarné la vie avec toutes ses contradictions, sa beauté et sa fragilité, et c'est sa capacité à toucher l'âme qui fera de lui une légende. La vie amoureuse complexe et les choix personnels. Si Marcello Mastroianni fut une icône du cinéma italien, il fut tout autant un homme dont la vie amoureuse reflétait la même intensité et la même complexité que ses rôles à l'écran. Son cœur, toujours en quête de passion. Mais les fissures apparurent dans les années 1960, alimentées par les liaisons extraconjugales de Marcello et son besoin insatiable de nouveautés émotionnelles. Bien qu'ils se séparèrent officieusement vers 1964, Marcello refusa de divorcer, prisonnier de la culpabilité catholique et de l'inertie personnelle. Pour Flora, le lien demeura intact, marqué par l'affection et la tendresse, malgré la trahison et l'éloignement. « Je me suis marié par passion, je suis resté par affection », dira-t-elle plus tard. Parmi les relations les plus passionnelles et tragiques de Marcello figure celle avec Féa Donnet. Leur rencontre sur le tournage de A Place for Lovers en 1968 fut intense.
Donnet voyait en Marcelo l'homme de sa vie et aspirait à un engagement durable des enfants et une permanence affective. Mais Marcelo, incapable de rompre définitivement avec Flora et tiraillé entre ses désirs et ses obligations, ne put répondre à ses attentes. Donnet quitta Marcelo en 1970, laissant derrière elle une douleur que l'acteur ne cessa jamais de ressentir. Des années plus tard, il confia à People en 1987 « C'était la femme que j'ai le plus aimée. Je regretterai toujours de l'avoir perdue. » Quelques mois après cette rupture, une autre femme entra dans sa vie, Catherine Deneuve. Leur première rencontre eut lieu lors d'un dîner organisé par Roman Polanski et la flamme s'alluma rapidement sur le tournage de Ça n'arrive qu'aux autres. Marcelo, âgé de 46 ans, et Catherine, de 9 ans sa cadette, vivront une liaison intense, mélange d'élégance et d'intensité. Ensemble, ils tournèrent plusieurs films, explorant des récits où la passion et le désir, la domination et la dépendance se mêlaient avec intensité. La naissance de leur fille, Chiara, fut un moment de joie immense pour Marcelo, qu'il célébrait en offrant du champagne dans les rues de Paris. Pourtant, même face à cette nouvelle vie, il refusa toujours de divorcer de Flora et cette décision créa une tension chronique dans sa relation avec Catherine, qui finit par se détacher en 1975. Cette succession d'histoires amoureuses illustre une vérité centrale. Marcelo ne pouvait se contenter d'une seule passion. Il aspirait à tout, à toutes les formes d'amour, mais son incapacité à choisir définitivement entre ses désirs et ses obligations le plongeait dans des dilemmes personnels constants. Comme il le confia un jour, « Je veux tout. Je ne peux pas m'arrêter à une seule passion, une seule femme, un seul rêve. Je sais que je ne suis pas mûr. J'ai l'impression d'être en retard sur tout. » Marcelo Mastroianni n'était pas seulement une légende du cinéma italien. Il était un homme complexe, passionné et profondément humain. Ses rôles, ses amours, ses choix de vie et ses combats personnels ont façonné une carrière et une vie unique entre lumière et ombre. Si son sourire, son regard et sa voix restent gravés dans nos mémoires, ses films continuent de nous toucher et de nous inspirer. Alors, dites-nous en commentaire, quel rôle de Marcelo vous a le plus marqué? Séducteur, introspectif ou les deux à la fois? Et n'oubliez pas de liker, partager et vous abonner pour découvrir d'autres histoires incroyables de légendes du cinéma.